Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, nous nous intéressons au phénomène des locations de meublés touristiques via les plateformes en ligne comme Airbnb, Abritel, Booking ou encore Le Bon Coin. Un phénomène qui provoque une pénurie de logements pour les personnes qui travaillent par exemple sur le littoral charentais. Que faire face à la multiplication des volets clos hors saison et la multiplication des boîtes à clés? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. Christophe Plassard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Horizon de la 5e circonscription de Charente-Maritime qui englobe notamment une partie du pays royannais ainsi que l'île d'Oléron. Vous faites partie des députés qui sont à l'origine de la proposition de loi pour réguler les meublés touristiques. Face à vous, Guillaume Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président départemental de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Charente-Maritime. Christophe Plassard, avant de parler du travail parlementaire en commission puis en séance, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer en mai dernier à cette proposition de loi transpartisane? Tout simplement, le début, c'était d'avoir la liste assez rapidement des villes en zone tendue qu'on avait du mal à obtenir. Et c'est comme ça que certaines personnes m'ont remarqué, entre guillemets. Et c'était simplement l'écoute du terrain. Hein. Je veux dire, il n'y a pas... il suffit de parler à quelques maires, à quelques restaurateurs, hôteliers. Il suffit d'être en contact avec le terrain et on sait que le logement est un sujet sur notre territoire. Et vous-même, vous avez été témoin du fait de ces volets clos quand on n'est pas en saison estivale. Je l'ai rencontré ne serait-ce qu'en cherchant ma permanence sur un autre sujet, je ne sais pas si on l'évoquera aujourd'hui, qui sont les baux mobilités, où je ne trouvais que des logements alloués de septembre à juin. Et non pas des logements à l'année, donc dans ma recherche de permanence également. Guillaume Jacques, les hôteliers sont en concurrence frontale avec les locations de meublés touristiques sur les plateformes dont j'ai parlé en introduction de l'émission. Il existe aujourd'hui en France 1 million de logements disponibles sur ces plateformes contre 300 000 en 2016, soit une augmentation de plus de 233% en très peu d'années. Comment vous vivez ce raz-de-marée nommé Airbnb, Abritel, Booking, Le Bon Coin? Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que c'est quelque chose que chez nos confrères, personne n'a vu arriver. Tout le monde voyait ça, mais comme les politiques, c'est pareil. Hein, tout le monde s'était dit, c'est génial. Ça avance un petit peu avec le côté de l'ubérisation de l'économie circulaire. Exactement, de se dire, c'est bien, monsieur, madame, ils ont les enfants qui sont partis de la maison, du foyer. On a une chambre de disponible. On a un petit peu de mètres carrés on va dire, à mettre à disposition, autant les rentabiliser et en plus faire découvrir le secteur ou aider des fois des gens qui ont du mal à se loger, des choses comme ça. Mais donc, ça, c'était avant. Hyper vertueux. C'est au début. Sauf qu'en réalité, comme tout système qui paraît vertueux, il s'est perverti. Et aujourd'hui, il y a une vraie économie, un vrai business qui s'est créé là-dessus. Et donc, du coup, qui dérégule, on va dire, notre marché, le marché, on va dire, de l'hôtellerie, et qui final devient, on va dire, un modèle déloyal. C'est-à-dire, en fait, pour nous, le souci, c'est que ça a dérégulé le marché. On va en parler bien entendu. Christophe Plassard, pourquoi les parlementaires ont-ils mis autant de temps pour réagir ? C'est pareil, je pense qu'on a la même vision, c'est-à-dire que le temps que l'information remonte, une des clés notamment qui a rendu, je dirais, pervers le système, c'est la fiscalité. Et il se trouve que cette fiscalité, c'est une loi qui date de 1974, il y a bientôt 50 ans. Avec un abattement de 70%. Exactement, donc elle avait une bonne raison d'exister. On manquait à l'époque de logements touristiques, de capacité. C'était le boom du tourisme, mais on n'était pas capable d'accueillir la totalité des touristes. Donc on favorisait et on a favorisé fiscalement cette situation. Sauf que ça se louait de bouche à oreille, ça se louait par petites annonces, donc on n'était pas sur un phénomène massif. Ça avait donc son sens. Aujourd'hui, ça n'a pas son sens, notamment parce que les plateformes qui avaient pour objectif de compléter le revenu, comme ça vient d'être dit, ou de mettre en location sa résidence principale lorsque l'on partait en vacances, par exemple, de faire de l'échange de maisons, est devenu un outil d'investissement. Et donc on est basculé de je mets à disposition le bien que je possède à j'achète un bien parce que j'ai une opportunité fiscale pour le faire. Alors donc ça, on a bien compris que ça posait des problèmes. Jusqu'ici, aucune législation précise. Les contentieux entre les collectivités locales et les plateformes de location sont nombreux. En Charente-Maritime, alors il y a la communauté de communes de l'île d'Oléron qui a gagné face à Airbnb pour obtenir le gain des taxes de séjour. En revanche, la communauté d'agglomération de La Rochelle a perdu 2 fois au tribunal administratif. Mais Guillaume Jacques, il faut préciser que la bataille rochelaise était bien différente de la bataille oléronaise. Tout à fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que sur le côté oléronais, qu'on a bien suivi évidemment, on va dire que la communauté d'agglo
la communauté de communes oléronaise va chercher, on va dire, un manque à gagner de taxes, et notamment de taxes de séjour, sur lequel les plateformes sont incapables actuellement de donner des chiffres concrets et réels. Donc en fait, ils sont perdus dans leurs chiffres, et c'est là-dessus, je pense que la communauté de communes gagnera, parce qu'il y a encore, il me semble, des appels ou quelque chose comme ça. Sur le côté de la communauté d'agglo de La Rochelle, c'est différent. Vous voulez changer les règles. Voilà, en fait, ils veulent mettre un cadre. Et ça va un petit peu dans le sens de la proposition de loi qui a été faite transpartisane, où en fait, l'idée c'est de mettre une boîte à outils que chaque commune pourrait utiliser ou non à sa guise selon les problématiques qu'ils ont. Alors on va bien sûr en parler, mais jusqu'à présent ça ne se fait pas, en tout cas pas dans la loi. Et je vous propose de voir ce reportage diffusé l'été dernier suite aux défaites justement de l'agglo rochelaise face à Airbnb, une agglomération jusqu'alors et jusqu'ici impuissante face à la vague des locations de meublés touristiques. On regarde. Vous ne verrez pas les employés municipaux chargés de vérifier les déclarations des meublés tourisme. Les fonctionnaires ont reçu quelques menaces et souhaitent garder l'anonymat. C'est que le sujet est brûlant, d'abord pour l'agglo qui tente vainement de réguler le marché. Il faut aller aussi beaucoup plus loin sur la régulation. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent facilement d'observer, de faire une première phase de contrôle. Mais pour réguler, il faut aussi entendre qu'aujourd'hui, l'activité des meublés de tourisme, pour une partie, c'est une activité professionnelle. Une activité professionnelle qui doit être encadrée et régulée. Pour faire un peu de ménage, la collectivité utilise les informations fournies par les plateformes et les recoupe avec ses propres données. Par exemple, le nombre de nuitées ou les taxes de séjour. On va envoyer des premiers courriers de rappel aux propriétaires de meublés et on va aussi revenir vers les plateformes, puisque c'est une obligation de la plateforme. Et ce qu'il faut qu'on détermine justement dans les dossiers qu'on est en train de monter, c'est si l'erreur dans le fichier elle est liée à la plateforme ou si elle est liée aux propriétaires. Et donc on s'adresse à l'un ou à l'autre suivant ce qu'on a pu trouver. Près de 5000 logements sont des meublés de tourisme dans l'agglomération rochelaise, un chiffre en constante augmentation. Leur nombre a bondi de plus de 150% entre 2019 et 2022. Voilà, suite de dimanche en politique consacrée au phénomène des locations de meublés touristiques. On le voit bien, messieurs, l'urgence est de légiférer et de réguler. Clairement, ça semble en tout cas urgent de le faire. Christophe Plassard, 3 articles composent cette proposition de loi sur laquelle vous avez travaillé. Parmi eux, le deuxième propose justement une sorte de boîte à outils. Vous en parliez pour les maires. Qu'en est-il précisément? De quoi s'agit-il, cette boîte à outils? Alors, je peux vous citer quelques mesures. La première est, par exemple, aujourd'hui, on peut louer jusqu'à 120 jours par an sa résidence principale. L'idée est de pouvoir donner la main au maire, de pouvoir descendre à 90 jours dans un cadre réglementaire sans qu'il s'expose justement à des procédures juridiques. C'est également imposer le DPE, c'est-dire le diagnostic énergétique. Oui. On en parlera après. Juste l'article 2. Sur le PLU, par exemple, avoir la possibilité, lorsque les municipalités construisent leur PLU, de réserver des zones à l'habitation en zone principale. Est-ce qu'il peut y avoir des quotas? Parce que ça, c'est dans la boîte à outils, de dire à un maire, vous pouvez décider de quotas de meublés touristiques. Alors, pas au sens de quotas de ma connaissance, tel qu'il est rédigé dans l'article, mais à partir du moment où on délimite des zones géographiques de la ville dans laquelle on souhaite conserver de la résidence principale et on exclut de la résidence, de la location courte durée, c'est d'une certaine façon une façon de répondre aux quotas. Ça vous suffit comme réponse? On a des exemples, notamment sur la commune de Saint-Malo, où ça fonctionne, ce système de quotas, où en gros... Biarritz aussi? Mais Biarritz aussi, exactement, où des communes ont décidé, et ça a été validé pour l'instant, les recours leur ont donné raison. Ce qu'on appelle l'autorisation préalable des maires, c'est ça? Exactement, où en gros, ils font un numerus clausus, entre guillemets, pour résumer, parce qu'on a l'habitude, en France, ça existe sur plein de domaines, où on dit, par exemple, dans telle zone, donc dans l'intramuros, par exemple, pour Saint-Malo, ils ont le droit à X centaines ou X milliers de changements d'usage, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se contrôlera. C'est en forçant les propriétaires à faire un changement d'usage et en contrôlant ce changement d'usage. Là-dessus, nous, on n'a pas à intervenir, parce que si la loi le permet, on ne va pas s'amuser à relégiférer sur une loi qui le permet. On surveille, on n'a pas à le faire. En revanche, ce qu'on propose dans la boîte à outils, c'est que le numéro d'enregistrement soit universel, de façon à pouvoir suivre ensuite, lorsque quelqu'un demande le changement d'usage, ce numéro puisse être universel et suivi par tout le monde, et d'éviter ainsi d'une plateforme à une autre ou d'un endroit à un autre le suivi des biens qui seront mis en location. Ce qu'il faut absolument dans ce cadre-là, et je crois que pour l'instant, la proposition de loi l'impose pas vraiment, c'est que les plateformes soient dans l'obligation d'aller vérifier ces numéros. Parce que si moi je crée un compte et que je mets n'importe quel numéro, si la plateforme n'est pas tenue d'aller vérifier que le numéro en question m'appartient bien et appartient bien au bien que j'exploite, sur Airbnb ou sur Abritel ou autre, etc., en fait la loi elle sera dévouée.
C'est ce que va régler le sujet du numéro unique. À partir du moment où il est unique et universel, aujourd'hui, on trouve effectivement sur les plateformes des annonces qui utilisent le même numéro, parfois à l'insu de propriétaire du vrai numéro qui voit son numéro capté pour être utilisé ailleurs. Donc ça sera réglé par cette mention. Pour en finir avec l'article 2, en quoi c'est mieux de donner la décision au maire ? Pourquoi l'État ne peut pas le faire ? Parce que vous prenez un exemple des stations touristiques de montagne. Pour le DPE, on va donner au maire la possibilité de soustraire sa commune à cette obligation. Et il est évident que pour une station de montagne pour laquelle les locations saisonnières, les locations de courte durée, ne donneront pas des logements de longue durée si on vient à légiférer de façon trop forte. Ils dépendent vraiment de ces locations-là. Donc on a des spécificités qu'il vaut mieux laisser à la main du maire que de régler par la loi. Et puis, pour aller en complément, chaque territoire est un petit peu aussi inégal à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où il n'y a pas de problème de logement, aussi bien à l'année. C'est ce que dit aussi le tribunal administratif par rapport à La Rochelle. C'est pour ça que La Rochelle a perdu, parce que le tribunal administratif, le juge en tout cas, les juges ont décidé qu'il n'y a pas finalement de vrais gros problèmes de logement. Alors non, ils ont surtout jugé qu'il n'y avait pas de problème urgent. Parce que pour l'instant, ça n'a pas été jugé sur le fond, mais plutôt sur le côté référé qui impose un motif urgent. Donc, après, on laissera la justice travailler sur le fond et l'agglo de La Rochelle apporter quelques arguments. On passe à l'article 3, si vous voulez bien, avant de passer au 1. L'article 3 de la proposition de loi concerne donc l'obligation d'un DPE, le diagnostic de performance énergétique, pour les meublés touristiques. Je ne sais même pas que ce n'était pas obligatoire. Ben voilà. C'est extraordinaire quand même. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas obligatoire parce qu'on ne contraignait pas les propriétaires de logements longue durée à avoir une lettre pour pouvoir mettre en location. À partir du moment où la contrainte est apparue en disant si vous êtes en dessous de G ou à G, récemment, exactement. À partir du moment où cette lettre ne vous permet plus de louer en longue durée, il y avait deux solutions. Soit vous faites les travaux et vous pouvez laisser sur le marché de la longue durée, soit le trou dans la raquette de la réglementation faisait que le logement, le bien pouvait partir sur la location courte durée. Ça doit vous plaire ça, Guillaume Jacques, parce que voilà une contrainte supplémentaire que vous attendez pour les meublés touristiques. Alors moi, je vais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas assez loin. C'est-à-dire que loin de nous, à l'Union des métiers, on va dire, de contraindre tout un chacun à tout et à n'importe quelle règle, mais au bout d'un moment, il faut être cohérent. Le DPE, c'est un logement, c'est une habitation, quoi qu'il arrive, ça devrait être obligatoire, c'est certain. Mais il y a même au-delà de ça, c'est-à-dire que nous, en tout cas, on travaille pour faire inciter, on va dire, nos parlementaires à travailler sur un autre sujet, qui est le classement d'établissements recevant du public, ce qu'on appelle les ERP. Donc la sécurité. Exactement, la sécurité incendie, la sécurité électrique et toutes les autres sécurité qui puisse exister. Je n'ai pas vu ça dans la proposition de loi. Malheureusement. Non, parce que nous, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur la cannibalisation des logements qui deviennent du logement courte durée. Sur la personne qui a dans son périmètre un bien ou qui est propriétaire d'un seul, on ne peut pas considérer que c'est un professionnel et on ne va pas lui obliger, le contraindre à avoir les mêmes obligations qu'un professionnel. En revanche, on pourrait tout à fait imaginer qu'à partir du moment où on a tant de biens à louer, on peut commencer à être un peu comme un professionnel du tourisme et donc d'avoir des contraintes. Exactement. Oui, il y a de multiples façons de contourner ça à travers le montage de SCI. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué à faire. Déjà, avançons et faisons en sorte que, une passoire thermique soit rénovée et ne parte pas d'un marché longue durée et capte un logement longue durée pour aller vers le marché courte durée. Je vois sourire, ils ne sont pas assez courageux, les députés, c'est ça ? En fait, vous voyez, ça fait partie des points où on a beaucoup d'accords avec M. Plassard et on a forcément quelques désaccords et c'est sain, c'est constructif. C'est que pour nous, en réalité, on ne fait pas de différence entre un gros et un petit. C'est-à-dire qu'actuellement, dans la législation, on fait très peu de différence entre un petit hôtelier et un gros hôtelier. Ils ont les mêmes règles qui s'appliquent à eux, à quelques détails, évidemment, plus on est gros, plus on a de contraintes. Mais il doit y avoir un lot commun, au même titre que la fiscalité. Il doit y avoir un lot commun, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commercialise un établissement, un lieu, pour recevoir du public qui n'est pas l'habitant, il doit y avoir un tronc commun de règles. Encore une fois, pour garantir la sécurité. Ça peut s'entendre, mais l'idée est de recadrer l'usage de la location courte durée et l'usage des plateformes, notamment lorsque l'on met en location sa résidence principale. Et on ne peut pas imposer un niveau de normes et de régulation à un habitant lambda dans sa résidence principale tel qu'on l'impose aujourd'hui à un professionnel. Ça veut dire quoi ? Vous dites que si on régule trop, ça pourrait par exemple porter préjudice à l'attractivité d'un territoire ? Non, c'est que l'objectif des plateformes au départ, c'est aussi de faire des compléments de revenus. Nous ne perdons pas de vue le problème de pouvoir d'achat aujourd'hui que l'on a, qui est
central dans On la va parler de la préoccupation des fiscalité dans un Français. instant, ouais. Et le fait de louer sa résidence lorsqu'on part 2 semaines, 3 semaines en vacances à l'année pour faire un complément de revenu a pour objectif de faire un complément de revenu. Attaquons-nous à l'industrialisation de ce phénomène-là, et là je suis d'accord et on se rejoint. Lorsqu'il s'agit du propriétaire qui a envie de louer sa résidence secondaire ou sa résidence principale quelques semaines par an, là on n'est pas dans le cadre de la concurrence déloyale au marché. Sur quelque chose de très important, et en fait c'est là où on va se rejoindre. C'est que moi j'ai aucun souci à ce que ce classement ERP n'existe pas dans le cadre de l'habitation principale. Par contre, à partir du moment où ce n'est plus l'habitation principale, classement ERP. Et au moins, entre guillemets, on a notre ligne, entre guillemets, où on n'embête pas le petit propriétaire qui est à la base vertueux et qui est, on va dire, la source et l'origine de ce système-là. Et au-delà de ça, je réagis quand même à quelque chose qui me fait un petit peu bondir, hein. C'est qu'on se retrouve un petit peu au même titre. Alors, je rejoins un autre débat qui est du titre restaurant, où en fait, nos professions deviennent, on va dire, à leur détriment, le curseur des problèmes d'inflation et de coût de la vie. Au bout d'un moment, chacun son rôle. Nos professions n'ont pas vocation à être on va dire cette compensation. En tout cas. Alors sur le titre restaurant, on ne va pas rentrer dans le Non, débat, non, mais je suis d'accord avec vous. fiscalité. Je suis d'accord avec vous. Sur le titre restaurant, il y a écrit restaurant. Donc il n'y a pas de sujet. Si on prend les résidences secondaires, Royan, 80 000 habitants, 80 000 résidences. Donc à peu près la moitié en résidence secondaire. Vous avez 40 000 résidences secondaires. On ne peut pas demander à l'agglomération de Royan, à 40 000 propriétaires de passer en ERP. C'est juste pas envisageable. Il sera jamais réélu sinon. C'est surtout ça. Non, parce que les résidences secondaires ne sont pas forcément inscrits sur les listes électorales. Exact. Donc c'est pas un problème électoral ni électoraliste. Pour conclure, M. Plassard, on ne demande pas ce que ce soit pour tous les résidents secondaires, mais seulement ceux qui louent sur les plateformes. Pas plus, Ouais, pas mais moins. bon, voilà. Une idée à faire remonter peut-être à Paris. Alors, l'intérêt quand même de ce sujet-là, c'est que à la fois notre travail transpartisan, la proposition de loi qui est en cours d'étude, hein, le cheminement a avancé, est intéressant parce que ça met au cœur des débats le problème du logement qui n'y était pas il y a quelques mois. Alors, donc, de toute façon, on reviendra sur ces sujets-là. L'article 3, messieurs, qui concerne la fiscalité, avec la fin de l'abattement, donc on l'a dit, de 70% pour les propriétaires de meublés touristiques, il ne serait quoi, plus que de 50%, de 40%, de 30%? J'ai eu du mal à suivre, très, très franchement. Alors, aujourd'hui, c'est 70, 50, 30. Oui. 70 pour la courte durée. Et donc, dans le projet de loi de finances, Bercy proposait de le descendre à 50. Nous, notre proposition, c'était de 40 partout, c'est-à-dire à la fois de réduire l'avantage fiscal pour la courte durée et en même temps de l'augmenter pour la longue durée pour favoriser la longue durée. Il y a des discussions là-dessus. Et en fait, je pense que le texte va rester un peu en jachère sur ce sujet-là. Il va finir d'être étudié au Parlement bientôt, il partira au Sénat, mais il y a surtout une mission d'information globale sur la fiscalité du logement qui a été demandée par le ministre du Logement, et il s'est engagé dans la navette, et au moment où on fixera la date de la CMP, la fameuse célèbre CMP maintenant, qui risque d'avoir lieu au mois de mars, avril, mai, la commission mixte paritaire, que le rapport qui doit être mis en mars, les conclusions du rapport soient prises en compte. Donc aujourd'hui, on a un 50-50-30 proposé par Bercy. Nous, on souhaitait 40-40-40. Et de toute façon, on a une mission en cours. Et les résultats de cette mission seront pris en compte pour la version définitive. On voit dès qu'on touche au porte-monnaie des propriétaires, c'est plus compliqué. On le voit bien que Bercy est frileux par rapport à ça. On imagine que c'est pour ça, c'est pour pas faire peur aux propriétaires. Bien sûr. Alors évidemment, hein, c'est pas très électoraliste, pardon. On a plein de secteurs où évidemment les propriétaires sont ceux qui votent. On peut l'entendre, on peut le comprendre. Pour autant, moi je suis là aussi pour défendre une notion d'intérêt général, alors évidemment de notre profession, mais indirectement. Après 50% d'abattement fiscal, c'est déjà quand même pas mal, je trouve. Il y a deux choses. Il y a l'abattement fiscal qui même était 40, élevé. c'est déjà énorme. Non, mais 70, c'était vraiment très élevé. Il y a un autre sujet, c'est qu'il y avait un plafond qui était à 180 000 euros. Et une fois de plus, lorsque vous êtes propriétaire, résidence principale secondaire, mais que vous mettez en location quelques semaines par an, vous n'êtes pas à 180 000 euros de revenus. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, le plafonnement tel qu'il était capé dans la législation laissait la porte ouverte à une mini-industrie, parce qu'à 180 000 euros de revenus par an, vous n'êtes plus dans la location ponctuelle. Nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas représentants du peuple. Pour autant, ce qui nous semble logique et cohérent face à nos professions, c'est ce qui existait de base, hein, c'est-à-dire les 30%. Évidemment, la collecte de la taxe de séjour, mais réelle et concrète, parce qu'en réalité, si vous questionnez, d'ailleurs, j'incite tous les maires et tous les présidents d'agglomération à se pencher là-dessus. Il faut avoir les moyens de le faire. Mais je sais bien, mais alors, là où je voulais en venir, c'est que Airbnb et les autres plateformes sont incapables, lorsque vous leur demandez 2 séries de chiffres d'affilée, de donner les mêmes chiffres. Ils sont noyés aussi, ils sont perdus, et d'ailleurs, on a des communes, des communautés de communes comme par exemple...
Oléron, mais aussi dans le sud de la France ou autre, qui se bagarrent avec eux et qui récupèrent de l'argent qui était dû. Hein. Et il y a un autre sujet, c'est la TVA, évidemment. Nos professionnels et nos confrères sont assujettis à TVA. Quid des plateformes? Et pour l'instant, on est dans le flou. Qu'est-ce que vous dites aux petits propriétaires qui ont été, par exemple, déçus par les locations classiques, à cause pourquoi d'impayés peut-être, ou de vandalisme dans l'appartement, et qui ont du coup, par conséquent, choisi un meilleur rendement, une plus grande sécurité avec les plateformes de location de meublés touristiques? Il faut savoir qu'un meublé touristique rapporte 2,5 fois à 3 fois plus qu'une location classique. C'est dur d'argumenter derrière ça. Nous, ce qu'on a dit, c'est que c'est très simple. Hein. C'est que recevoir du public, recevoir des touristes, recevoir des gens, c'est un métier, un vrai métier, pour lequel vous devez être assuré, vous devez garantir un niveau de sécurité et en tirer une richesse, des revenus. C'est normal, il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, je représente une union de patrons. Vous n'êtes pas c'est anti-Airbnb, ça l'idée. Exactement, vous m'entendrez jamais dire qu'il faut interdire Airbnb, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est juste que les règles elles soient plus équitables pour que tout le monde puisse vivre sereinement de son travail. Pour autant, le vrai sujet en réalité, de fond, c'est le manque de sécurité pour les propriétaires de louer à la longue durée. On se retrouve... Pourquoi en fait plein de gens ont basculé sur Airbnb ou sur les plateformes? Parce que, en effet... La loi est mal faite pour les locations de longue durée, c'est exactement. Si vous louez à quelqu'un qui ne quitte pas, qui ne paye pas ou autre, etc., il est invirable. Avec ces plateformes, vous n'avez aucun problème. La personne, elle part au bout de quelques jours. Et au pire, en plus, vous êtes protégé par les plateformes qui vous assurent dans ce cadre-là. Comment on peut lutter face à ça? C'est pas cette loi-là qui va régler ces sujets-là, mais il y en a un certain nombre. Il y a une loi qui a été votée au Parlement il n'y a pas très longtemps sur les squatteurs, pour justement, lorsque l'occupation devient même illégale au point d'être un squat, on puisse plus facilement le traiter, et aujourd'hui ça a été traité. Mais il y a encore des pans de la sécurisation des propriétaires à traiter, et il faudra le faire, il faudra revenir dessus, parce qu'effectivement, la fiscalité super avantageuse fait qu'on a une évaporation des logements longue durée vers le marché de la courte durée. Celui-là, on va le gérer sur la partie... en quelques années. On va le gérer, je dirais, fiscalement, et on va le gérer à travers cette loi, mais ça ne réglera pas la sécurisation des propriétaires sur la longue durée, et il faut les accompagner. Est-ce que tout ça, finalement, c'est un débat qui se résume au droit au logement face au droit aux propriétaires, à la propriété? Non. Alors là, ce serait, pour moi, ce serait populiste de dire ça, parce que les personnes qui louent leur logement, c'est de la classe moyenne, c'est pas des affreux multimillionnaires qui empilent la fortune. Non, on est vraiment dans une logique de simplement d'attractivité des territoires, et tant mieux, parce qu'on le voit très bien, ce sont les communes touristiques, c'est les communes du littoral, les mouvements de population avec une pression foncière, et on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais la nécessité aussi de préserver les terres agricoles, et de ce fait-là, d'avoir une réduction de plus en plus de la capacité à construire, du nombre de logements, la déstructuration de la famille. Autorisé à construire n'importe où. Exactement, puis la déstructuration de la famille. Je veux dire, aujourd'hui, avant, une famille avait besoin d'un logement. Souvent, malheureusement, aujourd'hui, un couple de divorcés avec 2 parents qui élèvent leurs enfants en garde alternée se retrouve à avoir des besoins en logement plus petits, mais plus nombreux. Il y a vraiment une restructuration complète du besoin en logement. Vous dites que c'est simpliste comme raisonnement? C'est un peu simpliste, parce qu'en effet, il y a tellement de choses qui en découlent. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'origine, comme j'en parlais tout à l'heure, peut-être les lois squatteurs, tout ça, etc. Et en fait, il en découle, évidemment, on parle du volet commercial, qui est peut-être un peu le plus facile, mais qui est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai sujet, c'est le logement, et donc lié à l'emploi. Nous avons du mal à recruter à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que nos salariés n'arrivent pas à se loger. Que ça soit en saisonnier, mais aussi on va dire dans des zones, on va dire l'activité est plus régulière. Alors pour ça, donc il y a cette proposition de loi, je l'ai dit, elle est transpartisane. Enfin, elle est transpartisane, ça veut dire que tous les partis politiques sont d'accord avec ce problème? Alors, il y a 2 choses. Il y avait une démarche qui était transpartisane, initiale, où on était 4 parlementaires de 4 partis différents. 2 de droite, 2 de gauche, si on veut les connoter, 3 de l'opposition et de la majorité. Et on voyait que ça couvrait aussi bien Paris, le Pays Basque que le Sud-Ouest. Donc c'était une façon d'être transpartisan et, je dirais, transgéographique. Et puis ensuite, la proposition de loi, elle est transpartisane parce qu'elle est portée par une députée bretonne, donc ça fait un territoire de plus, et un député PS. Donc voilà, et c'est pour ça qu'elle s'inscrit dans la semaine transpartisane, c'est-à-dire dans le moment au Parlement où on traite les sujets de transpartisan. En revanche, les députés du Rassemblement national estiment visiblement que cette proposition de loi attaque davantage les petits propriétaires plutôt que les plateformes du genre Airbnb, dont l'implantation européenne se fait, on le sait, en Irlande afin de ne pas payer l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que vous leur répondez aux députés? Moi, je leur réponds, c'est simple. Prenez l'exemple, et
il n'est pas de mon parti, donc c'est très simple. Sébastien Jumel, ancien maire de Dieppe. À Dieppe, il a plus de 800 logements qui sont en location. Ils ont recensé à peu près 90 propriétaires. Donc c'est des gens qui sont des multipropriétaires. Donc moi, j'ai aucun problème avec la personne qui a un logement, peut-être deux, et qui améliore sa retraite ou qui construit sa retraite à travers du patrimoine immobilier. En revanche, quand on regarde aujourd'hui statistiquement les propriétaires, on est face à des multipropriétaires. Et quand vous avez 10, 12 logements, qu'on ne me dise pas que c'est le petit propriétaire qu'on essaye Alors en tout cas, d'attaquer. du fait de l'obstruction du RN, certains députés et de certains députés républicains, la loi n'a donc pas pu être votée le 7 décembre dernier. Autant dire que la séance a été un petit peu tendue, comme vous allez pouvoir le constater, avec ce coup de colère du rapporteur de la proposition de loi, le député donc socialiste basque Iñaki Echaniz, à l'adresse des députés du groupe RN. Vous avez conseillé justement des gens pour défiscaliser, pour faire des investissements locatifs, à l'inverse du respect du logement et du logement durable. Donc un peu de respect s'il vous plaît pour les gens qui n'ont pas de toit sur leur tête aujourd'hui et qui se battent pour pouvoir se loger sur leur territoire. Vous avez fait en sorte que ce texte ne puisse pas être voté ce soir. C'est une honte. Vous êtes idéologiquement au ras des pâquerettes. Il va donc falloir patienter un peu plus longtemps pour pouvoir avoir cette loi ? Vous savez, au Parlement, on apprend la ténacité. Et lorsqu'on veut porter un sujet, je porte celui-là, mais j'en porte d'autres, il faut souvent remettre... Janvier ? Voilà. Dès qu'une semaine transpartisane nous permettra de remettre ce texte, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au plus vite, mais on ne lâche pas l'affaire. Guillaume Jacques, vous êtes optimiste sur l'avenir de l'industrie hôtelière face aux plateformes de location ? Nous sommes interrogatifs, c'est-à-dire qu'on n'est ni optimiste ni pessimiste. Par contre, on se demande vraiment quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, dans un contexte économique qui, en plus, qui s'assombrit légèrement... Évidemment, comme on en parlait, l'inflation, le coût de la vie, tout ça, etc. Donc on est vraiment, on s'inquiète, mais on n'est pas pessimiste ni optimiste. On verra aussi parce que l'Europe, l'Union européenne et la Commission européenne se penchent aussi là-dessus avec une réglementation. On n'a pas le temps d'en parler, hélas, mais ça serait intéressant de voir un peu ce qui va découler de tout ça. Merci, messieurs. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous donc, j'allais dire, en janvier 2024, mais peut-être février, peut-être pour un nouvel examen. Transpartisane permettra de poser le texte. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet na.france3.fr. Dans l'onglet émissions, il n'y aura pas d'émission Dimanche en politique pendant les fêtes de fin d'année. Je vous retrouve donc le 14 janvier. Mon invité sera la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho. Très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. On se voit en 2024 si tout va bien.